Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On continue donc la vidéo et pour cette partie, on va récupérer le projet sur GitHub pour pouvoir commencer à implémenter notre système d'authentification, autant pour moi. Alors, rapidement, assurez-vous d'avoir démarré votre Docker si vous utilisez Docker desktop comme moi. Si vous utilisez Docker à travers le terminal, vous devez aussi l'initialiser et comme ça pourra facilement initialiser vos containers Supabase. Donc, une fois que c'est fait, vous pouvez réduire. C'est pas ça l'important pour le moment. Après, vous vous assurez d'aller sur le compte GitHub rechercho slash Supabase Next.js off. Voilà, donc je mettrai le lien dans la description. Voilà, donc là, vous allez juste cloner le repo, https, comme ça. Puis, dans le terminal, on va faire git clone. Et on va passer le... Allez. C'est bon, CD à l'intérieur. Très bien. Puis, on peut faire code. Pour ceux qui utilisent VS Code, naturellement. Alors, donc le projet est là. On va vérifier rapidement ce qu'on a de base avec le projet. Alors, c'est une application Next.js de base, voilà, à laquelle j'ai ajouté quelques petites configurations de base pour nous permettre d'accélérer le développement. Alors, premier élément important, c'est le dossier Supabase-utils. Alors, le dossier Supabase.utils va contenir les différents clients Supabase. Très bien. Avant de continuer, on va initialiser d'abord notre Supabase à l'intérieur. Comme ça nous donne le temps que le conteneur charge et puis je vous explique rapidement. Donc, on est à l'intérieur du dossier. On va faire Supabase init. Alors, une fois qu'on fait Supabase init, on nous demande de mettre la configuration pour Deno. Oui. Alors, une fois que c'est bon, ça nous crée directement un dossier Supabase à l'intérieur duquel on a notre gitignore et puis un config.toml. Donc on va y revenir plus tard. Pour le moment, on peut continuer l'opération en faisant Supabase star. Et là, starting from backup. Très bien. Alors, donc, je vais rapidement continuer à expliquer les éléments. Très bien. Donc ici, on a notre admin, on a les clients Supabase. Alors, les clients Supabase vont nous permettre de connecter notre application à Supabase, comme on dit. Donc, on a Supabase Browser, client, on a Supabase Server, client, et puis admin, parce qu'on en a besoin pour pouvoir effectuer les opérations sans pour autant passer par l'utilisateur normal. On veut vraiment effectuer des opérations d'un niveau supérieur. C'est pour cela qu'on va utiliser le client admin. Alors, quelle est la différence entre ces éléments-là et puis sur REC-REST? En fait, si vous regardez sur la documentation officielle de Supabase, généralement, on utilise server client, browser client, et puis ici, on l'appelle middleware. Donc, c'est le middleware pour Supabase. C'est celui qui va gérer en fait les cookies par rapport à Supabase. Mais moi, j'ai préféré l'appeler ici REC-REST parce que dans les documentations que j'ai vues et autres, voilà, j'ai compris que vraiment, c'était vraiment plus simple de l'appeler comme ça parce que c'est son rôle. Le middleware, à la base, il se met entre les requêtes et il intercepte. Chaque requête passe par le middleware. Donc, moi, je l'appelle REC-REST client parce que c'est celui qui va s'occuper de jouer avec les requêtes et les réponses du client. Donc, c'est un peu ça. Alors, celui-là, il va utiliser, comment dire, Supabase Supabase client, donc create client de Supabase à partir du SSR, vous voyez. Et puis, on a aussi, attention, on reste ici aussi Supabase create server à partir du SSR, vous voyez. Donc, c'est pas la même chose. Alors, pourquoi est-ce qu'il y a des erreurs? Il y a des erreurs parce que on n'a pas encore initialisé les variables d'environnement, vous comprenez? On n'a pas encore initialisé ces variables. Donc, ici, ce qu'on va faire, vous allez voir ici coucou.env. Vous allez changer coucou.env. Vous allez mettre en .env.local parce qu'on est en local. Vous pouvez le laisser comme ça, mais on est en local, c'est préférable de le mettre comme ça. Et une fois qu'on a ça, qu'est-ce qu'on peut faire encore? On va rapidement voir si notre Supabase est bon. Donc, ça a été initialisé avec succès. Ce qu'on peut faire maintenant, on va récupérer rapidement les différentes valeurs ici. Donc, l'URL, c'est API URL. Voilà, comme ça. Et puis, on revient avec anon key pour la clé anonyme ici. Ensuite, on revient avec service role key. Voilà, vous allez voir pourquoi est-ce qu'on en a besoin service role key. C'est par rapport au client de l'admin, en fait.
Donc, on a besoin de service role key à cause de l'admin. Parce que lui, il utilise service role key. Tandis que les autres, c'est anon key, anon key. Très bien. Alors, c'est rouge parce qu'on n'a pas encore installé nos packages parce qu'on a téléchargé depuis Git et Git avec le Git Ignore ne va pas prendre en compte le node module. Donc, il faut installer vraiment tous les éléments. Alors, je vais ouvrir un autre terminal qui va faire ça. Alors, moi, j'utilise PNPM, vous pouvez utiliser NPM comme vous voulez. Installe. Voilà. Donc là, ça va m'installer toutes mes dépendances d'un seul coup. Alors, PNPM, c'est rapide. C'est très intéressant. Donc, ça vous permet d'aller vite. Super. Donc là, une fois que vous sauvegardez, tout est bon. Les erreurs ont disparu. Donc, maintenant qu'on a tout fait, c'est bon. On va ouvrir maintenant notre studio Supabase pour voir un peu ce qu'il y a dans le studio Supabase. Alors, ici, studio. Et là, on a notre studio. Très bien. Donc, dans le studio ici, on a tous les éléments. On va y revenir tout à l'heure. Donc, on va expliquer rapidement ce qu'il faut savoir sur notre projet, comment nous allons utiliser le projet ici, et puis revenir directement au studio. Alors, je ferme tout ça. Alors, quand vous allez ouvrir le studio, vous allez avoir ce dossier-là, app, parce que c'est du Next.js et Next.js actuellement, pour la dernière version, on est sur ce qu'on appelle le app router. Donc, le routing, c'est-à-dire les URL par rapport à notre application web vont se faire en fonction des dossiers. Donc, chaque dossier va constituer un lien et puis à l'intérieur, il va falloir créer un composant page. Donc, par défaut, la page qui est dans le dossier app, ici, c'est la page d'entrée, c'est le point d'entrée de notre application. Et l'architecture de notre système d'authentification que nous allons utiliser, c'est que le point d'entrée sera la page login. Voilà, le point d'entrée ici, ça sera la page login. Donc, c'est la première page, login page. Alors, à l'intérieur de ça, on va positionner un composant client qui va contenir en fait le formulaire. Donc, ça va contenir le formulaire. Et à l'intérieur de ce formulaire-là, on aura tous les éléments qu'il faut pour pouvoir mettre en place notre système. Alors, je reviens sur le dossier app ici. Vous allez voir que c'est marqué en parenthèse et puis O-of-zone. En fait, dans Next.js, c'est une nomenclature. C'est une manière de faire pour pouvoir grouper. C'est utile visuellement parlant, mais le système de Next.js ne le voit pas comme une route. Voilà, donc en parenthèse, zone, off-zone, ça permet juste de regrouper pour le développeur les différentes routes qui vont servir à faire l'off. C'est pourquoi j'ai mis comme ça. Et ici, protecting, pour dire que c'est des routes qui sont protégées, qu'on va protéger à travers plus tard le middleware qu'on va utiliser. Très bien, donc on va démarrer le projet pour que je puisse vous expliquer en fait comment est-ce qu'on va s'y prendre pour pouvoir mettre en place ce système-là. Donc PNPM Run Dev. Donc voilà le système, le projet est là, open. Et là, on est sur la première page et c'est ça. Alors, comment est-ce qu'on va s'y prendre? Ce qu'on va faire, c'est que généralement, on va se servir de ce qu'on appelle des URL. On va se servir des URL avec des paramètres. Ce qu'on appelle dans le jargon les search param. Alors, les search param vont nous permettre de définir sur quel type de formulaire nous sommes. Donc, à la base, par défaut, nous sommes sur un formulaire du type password et email. Donc là, quand je vais cliquer sur, par exemple, Magic Link ici, va changer et automatiquement vous allez voir ici qu'il y a un search param qui est ajouté qui est magic link égale yes. Ok, et ensuite on va changer pour dire connexion par mot de passe et là ça va faire magic link égale no. Et là quand je vais cliquer sur mot de passe oublié, ça va me mettre ici search param de type recovery yes. Et c'est en fonction de ça qu'on va dynamiser en fait le contenu aussi des boutons, parce que si vous remarquez que quand je clique, le contenu du bouton va changer. Quand je clique, le contenu du bouton va changer. Alors, c'est rien de compliqué. Voilà, je vous explique rapidement. Si on se met sur la page ici, vous voyez, on a ici less form type. Okay? Et puis, ici, on a défini notre type par rapport au search param. Parce que c'est du TypeScript, donc il va falloir définir les types. Et ici, on a dit que once magic link, ce serait égal à un booléen issu de cette comparaison-là. Voilà. Donc, si magic link est yes, donc c'est forcément c'est true. Donc là, si c'est true, automatiquement, on va mettre le form type en tant que magic link. Et où est-ce qu'on prend ça? C'est une constante qui a été définie directement ici dans ce fichier-là. Voilà, qui est ici dans constante. Donc, on a défini les différents éléments par rapport à notre type. Parce que les types vont nous permettre en fait de pouvoir faire les types de demandes par rapport au magic link, tout et tout. On va voir ça plus tard. Très bien. Donc là, c'est dynamisé. Et quand on rentre ici, automatiquement, on a comme props ici le form type par défaut avec password login pour que ça puisse venir par défaut avec password login.
Et là, c'est rien de plus simple. On utilise des composants de ChatZN par rapport au CAD. Et ces composants-là sont installés ici. Donc, vous avez des composants de ChatCN, autant pour moi, bouton, card, input, et puis label, séparateur et sonnet. Donc, c'est 6 composants en tout, si je compte bien. Et puis, on a tous ces éléments. Alors, explication, is password recovery form type égale une comparaison encore pour donner un booléen. Donc, si c'est true, alors on est sur is password recovery. Et si on est sur is password recovery, ici, on va cacher un petit input qui va nous permettre d'être envoyé en tant que form data parce qu'on en a besoin d'un form data par rapport au type à un moment donné dans notre back-end pour pouvoir effectuer des opérations. On va voir ça tout à l'heure. Vous n'allez pas le rater, croyez-moi. Alors, ici, si on est sur password login, alors donc on affiche le champ label et puis le input du type password. Pourquoi? Parce que si on est sur password login, on doit montrer le password. Mais si on n'est pas sur password login, il n'y a aucune raison pour avoir le champ password. C'est pour cela qu'on a effectué ces différents éléments-là. Donc vraiment, c'est des conditions, rien de bien méchant. Je pense que vous allez comprendre facilement. Et c'est du Next.js. Voilà, c'est du React et ça, c'est la même chose que tous les autres frameworks, que ce soit Angular, que ce soit Vue.js. Donc, je pense que chaque personne peut maîtriser en fonction de son framework. Et ce qui est important ici, c'est de comprendre vraiment la partie Supabase qui est la plus importante. C'est ce qu'on va faire là maintenant. Très bien. Maintenant, avant de pouvoir créer notre système d'authentification, il nous faut vraiment des utilisateurs. Donc, on va aller du côté de Supabase et puis on va voir un peu comment ça va marcher. Donc, à la base, lorsqu'on va créer des utilisateurs, c'est ici qu'ils vont se mettre. Donc, vu qu'on n'a pas encore implémenté le système d'inscription, on va devoir manuellement créer un utilisateur. Donc, on va créer l'utilisateur ici en faisant simplement soit send invitation. Donc, ça va nous renvoyer un lien. C'est le principe même du Magic Link. Et puis, de la validation par lien sur l'adresse mail. Donc, nous, on va créer plutôt un élément ici. Et on va mettre ici test.com. Et là, on va mettre un mot de passe qui sera 1, 2, 3, 4, 5, 6 de base. Et il faut bien vous assurer de cocher auto-confirm user. Pourquoi? Parce que on n'aura pas besoin là de lien pour confirmer l'utilisateur. Parce qu'on n'a pas encore implémenté cette fonctionnalité-là. Donc, je mets create user. Et une fois que j'ai créé le user, voici comment il s'affiche. Ça, c'est les informations sur le user et le registre. Donc, ça, c'est vraiment tout ce qui définit un user dans Supabase. Vraiment, vous pouvez avoir tout. Et croyez-moi, au fil des tutoriels, on va comprendre vraiment à quoi sert la plupart des champs. Les plus importants, il y a des champs qu'il ne faut pas toucher. Il y a des champs que je n'ai jamais touchés parce que ça ne m'intéresse pas et ça ne va pas vous intéresser, croyez-moi. C'est juste des choses dont Supabase a besoin. Très bien, trêve de bavardage. Une fois qu'on a créé notre utilisateur comme ça, dans un système d'authentification, c'est intéressant de créer une table profil ou une table user list ou bien ce que vous voulez. Pourquoi? Parce que l'utilisateur tel qu'il est ici dans Supabase, il est vraiment utile que pour Supabase. Et ça sera vraiment difficile pour nous de pouvoir le manipuler. Donc, ce qu'on fait généralement dans Supabase, c'est qu'on crée une table profil ou une table user list, quelque chose comme ça, pour stocker des informations vraiment qu'on va toujours modifier dans le développement ou bien dans l'utilisation de notre application pour le processus métier, par exemple. Donc, les informations qui vont être vraiment modifiées régulièrement, qui vont être appelées régulièrement, vous allez les mettre dans une autre table à côté, histoire de pouvoir y avoir accès facilement. Comme ça, vous pouvez supprimer facilement et ainsi de suite, sans pour autant gêner le côté sécuritaire avec Supabase lui-même et son système défini. Donc, comment est-ce qu'on va s'y prendre? On va aller directement dans table editor et là on est vide, on n'a rien. On va créer une nouvelle table qu'on va appeler profiles au pluriel, voilà. Et dans profiles, très bien, on n'est pas obligé de mettre de description. On va laisser enable role level security activé parce que ça permet de la sécurité. Pour real time, on n'a pas besoin de ça parce qu'on ne va pas utiliser du real time là maintenant. On va créer plutôt un nouveau champ qu'on va appeler full name underscore name et là le full name il sera de type texte, voilà, et on va s'assurer que le full name ne soit pas vide. On ne veut pas quelque chose de nullable, voilà. Il doit être toujours, vous voyez, on doit fournir toujours une valeur. Et là, on va créer encore un autre champ qu'on va appeler par exemple email, voilà. Et là aussi, ce sera du type test et il ne sera pas nullable. Il faut toujours fournir aussi une adresse mail, autant pour moi. Alors, j'aime bien ranger mes éléments comme ça.
Non, full name toujours en haut. Voilà, pour que le created ad soit en bas. Alors, ce qui est intéressant, c'est que pour que ça puisse être facile pour nous de pouvoir récupérer les informations de l'utilisateur ici, on va le lier à l'utilisateur de Supabase, dans le système de Supabase. Donc, pour ce faire, on va cliquer sur ce lien-là pour créer une clé étrangère et on va se référer à OAuth. Et dans OAuth, on va aller directement sur la table Users. Vous voyez? Et une fois qu'on est sur Users, ça nous dit ici public, parce qu'on est dans le schéma public, .profiles ID. Donc, le profile ID, il va être lié à qui? Il va être lié à OAuthUser.id, qui est UID. Et là, il faut définir les actions à mener lorsqu'il y a modification. Donc, lorsqu'il y a row updated, on va partir en cascade. Lorsqu'il y a suppression, on va partir aussi en cascade. Pour que lorsqu'on supprime un utilisateur, ça puisse supprimer aussi automatiquement le profil créé à son effigie. Et là, on va save, puis on vérifie le résumé. Ici, tout est bon. Et on peut save. Très bien. Donc, on a notre profil ici. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va ajouter un nouvel utilisateur. Voilà. Et on a dit que le UUID réfère à un ID de user. Donc, ici, on va sélectionner un record. Et c'est notre utilisateur qu'on a créé dans le système d'authentification Supabase tout à l'heure. Et puis, le full name, on va lui donner, par exemple, YouTube Boss. Voilà. Un truc dans ce genre-là. Et puis, l'email, c'était test@test.com. Voilà. Si j'arrive à l'écrire. Et puis pour created ad, ça va être généré automatiquement. Donc on sauvegarde et automatiquement on a ça. Très bien. Maintenant qu'on a fini avec ce côté-là, on peut retourner sur notre application et puis commencer à implémenter déjà la connexion par mot de passe. Alors super. Très bien. Donc je vais dans mon VS Code ici. Et là, je vais me mettre pour commencer à implémenter cette fonctionnalité-là. Donc, pour implémenter la fonctionnalité, on va se rendre directement sur le formulaire lui-même, le composant login, pas la page, parce que la page, c'est un composant serveur qui va juste référer, qui va juste afficher autant pour moi le composant login. Donc, on va définir une variable pour pouvoir nous préparer à 2 cas. Parce qu'on a dit que nous allions créer, comment dire, un système qui pourra résister à la désactivation du JavaScript, c'est-à-dire à l'absence totale du JavaScript au niveau client. Voilà, on pourra toujours se servir de notre faculté serveur pour pouvoir être logué. Donc, pour ce fait, sachez que ici on utilise un formulaire ou une forme ou un form, bref, forme, une balise forme. Et cette balise forme là prend des actions. Lorsqu'on n'utilise pas le côté JavaScript généralement, on peut lui fournir des actions au submit et puis elle va lancer automatiquement la requête. Donc pour la première version, on va utiliser le JavaScript pour vous montrer comment est-ce qu'on utilise le JavaScript. Et puis pour la deuxième version, on va utiliser cette action-là. Mais pour commencer, on va définir les éléments sans l'action et puis on va partir. Mais histoire de comment dire, de vous préparer à ça, on va définir d'abord l'action et je vais vous expliquer. Alors, moi je vais mettre ici const forme action. Voilà. S'il veut bien m'aider. Et là, ça sera isLogin, mais ça ne sera pas ça. Alors, isLogin, là, ici, on va mettre OAuth. Vous allez comprendre pourquoi tout à l'heure. /pw login. OK. -login. Alors, et si ce n'est pas le cas, ça sera OAuth magic link. Très bien. Maintenant qu'on a ça, on est bon. Et rapidement, je vous explique. Alors, notre forme action ici, lorsque on parle de action, c'est lorsqu'on soumet le formulaire, l'action qui est passée ici, c'est le fait d'appeler une route. OK? Et cette route-là, elle va être définie ici, dans notre OAuth zone ici. On va créer un dossier OAuth dans lequel on va mettre les éléments. Donc, vu que on n'a pas encore créé le dossier OAuth, je veux que ça soit là pour que quand on vienne sur la fonctionnalité du login par le serveur, on puisse vraiment gérer tout ça facilement. Alors, maintenant qu'on a défini notre action ici, on va maintenant définir notre appel à Supabase et puis passer la première version de notre login, le côté client, et puis continuer directement avec le côté avec l'action. Très bien, donc pour ce fait, il faut qu'on puisse déclarer et initialiser Supabase et on va utiliser, vu qu'on est dans un composant client, vous voyez ici c'est
use client, on va utiliser le Supabase utile, celui-là, get browser client. OK? Donc, on va ici faire directement const Supabase comme ça. Ça sera égal à get Supabase et on va choisir browser client. Et là, on va s'assurer qu'il soit bien importé. Maintenant qu'on a récupéré Supabase avec son client browser, on va maintenant l'utiliser directement ici. Alors, on va directement aller dans notre forme ici. Et là, ce qu'on va placer, ça sera une méthode onSubmit. Donc là, je vais placer la méthode onSubmit. Voilà. Ce qu'on va mettre à l'intérieur de la méthode onSubmit, ça sera directement un event. Voilà, c'est un callback. Une petite fonction callback ici. Et automatiquement, qui va nous permettre de récupérer certaines choses. Alors, on va bien préciser ici une seule condition. Alors, on va vérifier d'abord si on est dans le cas où on veut un password login. OK? Donc, on va faire ici is password login. Et dans cette condition-là, on va vérifier, on va annuler plutôt l'action par défaut du navigateur. Donc là, on va faire is password login event.preventDefault. Donc, l'action par défaut du navigateur, lorsqu'on soumet un formulaire, c'est qu'il va réactualiser la page en passant automatiquement l'action. Vous comprenez? Et l'action, ça sera ce qu'on va définir ici plus tard. Vous voyez? Donc, nous, pour un premier temps, on ne veut pas qu'il utilise cette option-là. On veut qu'il utilise uniquement que du JavaScript. Voilà. Donc, pour ce fait, on va partir directement avec du Supabase ici. Donc, une fois qu'on a fait ça, on va vérifier encore l'IA merci if qu'on est vraiment dans le cas. Donc, on est dans le cas password login. Voilà. Et si on est dans ce cas-là, là maintenant, on va vérifier si les champs de notre formulaire contiennent des éléments. Donc là, on va partir avec if. Et comment est-ce qu'on va vérifier les champs? C'est à travers les différents refs qu'on a utilisés. Vous voyez? Et les refs dont je parle, c'est comment dire? C'est les useRef ici. Où est-ce qu'ils sont? Voilà. Donc, email ref et puis password ref. Vous voyez? C'est les useRef qui vont pouvoir être utilisés ici. Donc, on va faire email ref.current pour dire est-ce que ces éléments-là sont présents. Et il ne faut pas utiliser un seul, il faut vérifier l'autre aussi. Donc, ce n'est pas current.valeur. Attention, Supabase. Attention, IA ne me fatigue pas la tête. Alors, maintenant qu'on a ça, il faut qu'on vérifie. Attention. J'espère que tout est bien. Premier élément. Deuxième élément. Troisième élément. OK. Il y a une erreur, on va corriger ça tout à l'heure. Donc là, une fois qu'on a vérifié ce côté-là, on va maintenant pouvoir appeler Supabase. Et là, c'est maintenant qu'on va utiliser Supabase. .oauth. Là, l'IA a raison. Voilà. Attends, je vais donner une chaîne, un objet vide. Voilà. Et à l'intérieur de cet objet-là, on va mettre les différents éléments. Parce qu'on là, on veut maintenant, attention, c'est pas signing with, c'est password, puisqu'on utilise password. Et là, on va passer les différents éléments. Donc là, pour l'email, on va mettre ça. Et pour le password, on va mettre email password ref.value. Alors, est-ce qu'on a vraiment, est-ce qu'on ne s'est pas trompé? Très bien, ça marche. Ça marche. Et maintenant, vérifions par rapport à l'erreur. Où est-ce qu'on a raté, les amis? Je pense qu'on a un troisième qui doit être là. Voilà. Alors, maintenant ici, c'est quoi le souci? Est peut-être nul. Donc là, on nous dit peut-être que l'élément est nul. Alors qu'on a vérifié. Donc ici, on nous dit qu'il est truc parce qu'on n'a pas vérifié. Voilà, il faut le vérifier. Voilà, donc c'est email ref. Très bien. Maintenant qu'on a fait ça, on peut maintenant continuer l'opération en enchaînant avec, puisque c'est une promesse. Normalement, c'est une promesse. Quand je dis une promesse, c'est que c'est une opération asynchrone. Vous voyez? Donc, ça va suivre avec une autre valeur. Donc là, on va mettre directement le résultat.
Voilà. Et dans ce résultat-là, ça sera une callback. Voilà, qui va ramener cette fonction-là. Et à l'intérieur, on va pouvoir afficher des éléments. Donc, on va mettre d'abord si le résultat. Donc, si result.data, entre parenthèses, point d'interrogation, point plutôt, parce qu'on est là, il faut vérifier que l'élément est bien présent avant de l'utiliser. Et là, on va utiliser maintenant, parmi ces trois éléments-là, l'utilisateur, parce qu'on veut vérifier si l'utilisateur est là. Et là, une fois qu'il est là, on va conditionner et afficher ce qu'on appelle un toast. Vous voyez. Donc, ici, on va afficher un toast. Alors, le toast, c'est quoi exactement? Le toast, c'est un composant qui nous est fourni par, par Shazien. Alors, donc là, je vais passer sur toast.error. Et là, on va mettre en parenthèse. Et le message qu'on va mettre, c'est une erreur est survenue. Donc, une survenue. Donc, on n'est pas obligé de mettre tout ça, juste survenue. Et puis, on va mettre ici, il prend un objet. Et là, à l'intérieur, on a description qui prend automatiquement un message. Donc, impossible de se connecter. Très bien. Maintenant qu'on a ça, on peut valider. Alors, le toast, le voici ici. Voilà, le toast. Et pour ceux qui ne savent pas, le toast, je vais vous montrer l'effet. Shazien sonnet. Très bien. Et voici un peu l'effet du toast. Vous voyez, c'est ça le toast. Voilà. Donc, rapidement, on revient. Et là, normalement, on est connecté. Alors, si on fait le recap, ok. Là, normalement, on va cliquer sur Submit, le bouton de se connecter. Et qu'est-ce que ça va faire? Ça va automatiquement annuler la soumission par défaut du formulaire. Et ça va plutôt utiliser notre JavaScript pour pouvoir effectuer notre connexion à travers le client Supabase. Alors, mais ce qui est intéressant, c'est qu'on va se connecter, mais on ne pourra pas aller à la page dédiée. Parce qu'on a dit que quand on est connecté, il faut que ça soit dirigé vers la page Home. Parce que si par défaut, on est ici, je vais mettre rapidement de base ici. Et on veut que quand on est connecté, on puisse aller automatiquement sur notre page Home qui est ici. Voilà, on veut que ça soit ici. Vous comprenez? Donc, nous, on va revenir ici et on va effectuer cette opération-là. Alors, comment est-ce qu'on va s'y faire? On va s'y prendre plutôt. On va utiliser le useEffect. Donc, useEffect. Voilà. Et dans ce useEffect-là, on va mettre ce qu'on appelle un event listener qui va vraiment écouter le state de l'authentification Supabase. Vous voyez? Donc, par défaut, c'est toujours comme ça qu'on définit un useEffect. Et à l'intérieur, maintenant, on va mettre ce qu'il faut. Donc, on peut créer une variable, const. Voilà. Et cette variable-là va retourner data, parce que depuis Supabase, qu'on va déstructurer en appelant subscription. Subscription. Et on va maintenant appeler cet élément-là. Oh non, excusez-moi. Voilà, Supabase, parce qu'on a déjà défini Supabase ici. Point OAuth state change. Voilà, c'est celui-là qu'on va récupérer parce que c'est lui qui va permettre de vérifier l'état, l'état de la connexion. C'est-à-dire qu'il vérifie, il y a un événement qui va se déclencher lorsqu'on va être connecté. Et c'est cet événement-là qu'on va écouter ensemble et puis déclencher une action en fonction du fait qu'on reçoit un ou tel événement. Voilà. Et là, ici, ce qu'on va écouter comme événement, on va conditionner sur un if pour vérifier est-ce que ce event qu'on reçoit là, est-ce que c'est un event de type sign in. Très bien dit. Et là, on vérifie est-ce que c'est un événement de type sign in. Si c'est le cas, il va falloir, bouger vers la page Home. Et comme on le fait dans Next.js, on le fait à travers un routeur.
Donc là, on va déclarer un routeur ici. Donc, je vais faire routeur, donc const routeur serait égal à use routeur. Donc ça, c'est la même chose dans vos frameworks si vous utilisez quelque chose de différent. Et dans Next.js ici, le routeur, c'est un routeur qui provient de navigation parce qu'il y a eu des changements. Donc là, on va remplacer ça par routeur point et on va faire push et on va partir directement à home. Voilà. Attention, home est une chaîne de caractères pour ne pas que je me casse la tête, donc on va passer avec plutôt /home. Voilà. Très bien. Maintenant qu'on a fait ça, il va falloir corriger cette erreur là. Donc d'où provient l'erreur? Donc pour ce fait, je vais juste récupérer mon élément ici d'abord. Comme ça, c'est facile pour moi de voir d'où provient l'erreur. Alors, très bien. Donc là, je vais fermer cet élément là et je vais fermer avec la parenthèse. Donc là, on est bon. Je peux venir au milieu et puis je peux coller ce qui posait problème. Très bien. Maintenant qu'on a fait ça, on ne va pas se limiter uniquement qu'à ça. On va maintenant définir en fait un mécanisme pour pouvoir désouscrire. Parce qu'il faut, lorsqu'on quitte le composant, il faut supprimer l'événement, comment dire, la souscription qu'on a mis sur le Supabase. Donc, on va passer par return, voilà, et puis on va faire subscription.unsubscribe. la prononciation. Maintenant, l'attaque telle qu'on a fait, c'est pas trop bien. Pourquoi? Parce que ça va s'exécuter infiniment. Donc là, c'est les règles de useEffect. On va passer ici une liste de dépendances. Et comme dépendance, on va passer sur routeur. Et on va passer aussi sur supabase.oauth. Je crois. Alors là, je pense qu'on est bon. On peut tester dans un premier temps pour voir si tout marche. Et puis, continuer ensuite. Très bien. Donc là, on revient sur notre... voilà, et on actualise pour voir. Très bien, donc là, je passe notre élément connecté et le mot de passe est 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et là, quand je mets connexion, tac, on est bien connecté. Très bien. Là, on va maintenant s'arranger à récupérer les informations ici. Alors, les informations sont sur cette page Home. Donc, il faut se rendre sur la page Home qui est dans Protected. Vu qu'on est connecté, on peut y accéder. Et c'est ici qu'on va devoir mettre les vraies informations par rapport à notre utilisateur. Alors, comment est-ce qu'on va s'y prendre pour récupérer les informations de l'utilisateur? On va ici passer par Supabase. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va définir Supabase par rapport, vu qu'on est dans un composant serveur. Donc là, on pourra rapidement définir notre base ici. Alors, const Supabase, voilà. Et là, vu qu'on est dans un composant serveur, on va passer par le client serveur. Donc, get Supabase serveur client ici. Voilà, en parenthèse, veillez à ce que ça soit bien ici. Et là, vous voyez, on est sur la page ici. Donc, pour pouvoir récupérer les informations de notre utilisateur, il va falloir vérifier qu'il est bien connecté, n'est-ce pas? Donc, on va vérifier que l'utilisateur est bien connecté. Donc, pour ce fait, on repart ici. On va vérifier qu'on a un utilisateur. Donc, on va faire const et on va récupérer l'utilisateur, autant pour moi, data. Et là, l'utilisateur va être récupéré à travers Supabase oauth.get user ici. Attention, on est dans un composant serveur, il faut await. Très bien, maintenant ça marche. Maintenant qu'on a le user, on va maintenant le mettre dans une... on va faire, voilà, l'IA. C'est très bien, c'est très bien. Maintenant qu'on a cet utilisateur-là, on peut le log pour voir un peu ce qu'on a dedans. Donc là, je vais comme ça. On est sur un composant serveur, donc on peut avoir accès à ça dans le côté serveur. Alors, ici, vous voyez, c'est l'utilisateur qu'on a récupéré avec Authenticated, voilà son rôle, et puis l'adresse email ici. Très bien. Maintenant qu'on est bon sur ça, on va maintenant récupérer le profil de l'utilisateur. Vous vous souvenez du profil qu'on a créé ici dans notre base de données ici, Supabase. Donc, on va récupérer ce profil-là directement. Alors, pour récupérer ce profil, c'est tout aussi simple. On va partir avec
une requête simple, donc const, qui va partir avec data. Et pour éviter que les data soient data, vous voyez l'erreur qui vient, on va déstructurer et on va récupérer profil à l'intérieur. Donc, profiles. Voilà, comme c'est un seul profil qu'on récupère, profil. Et on va aussi récupérer error. Une fois qu'on a ça, attention, qu'est-ce que j'ai foutu? Error, c'est à l'extérieur. Voilà. Et une fois qu'on a ça, Supabase, là, c'est plus... l'IA n'a pas raison. Point. Et là, c'est from. Parce que là, on te fait une requête from profiles. Ah, l'IA, c'est bien. C'est bien. Voilà. Et là, attention, qu'est-ce qu'il nous raconte? Peut-être nul. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va contraindre, en fait, cette valeur-là à dire qu'elle est un string. Donc, chaîne du caractère. Comme ça, pour éviter les erreurs. Alors, on a user ici. Il y a des erreurs quelque part. Ici, on va s'assurer de récupérer tous les éléments. Voilà. Et puis ici, data. Attends, il ne faut pas oublier de faire du wait. On est sur un composant truc, donc je vais sauvegarder dans un premier temps. Et puis ici, qu'est-ce qui se passe? On vérifie ensemble. Alors, c'est pas la bonne valeur. Désolé les gars. Parce que c'est l'ID qu'on veut récupérer. Voilà. Très bien. Alors, ici aussi, c'est l'erreur. Parce que quand on lance la requête de Supabase ici, ça nous renvoie. Attends, je vais zoomer un peu pour que vous puissiez voir. Ça nous renvoie automatiquement error et data. Donc, on va ouvrir data et on va récupérer profiles. Et ici, qu'est-ce que ça fait concrètement? Ça va récupérer tous les profils et ça va chercher dans profils et ça va récupérer toutes les informations, les champs de profils, full name, email, ce qu'on aura mis. Et ça va vérifier ici pour chaque profil l'ID, ok, l'ID pour lequel c'est égal à l'ID de notre utilisateur. Souvenez-vous, dans Supabase, ici, on avait mis que le UUID pointait directement sur celui de l'utilisateur. Donc, ça sera plus facile pour nous de récupérer ces informations-là. Et là, ce qu'on veut faire, c'est qu'on veut récupérer un seul, parce qu'il y en a un seul. Donc, on va mettre une autre fonction en Supabase qui s'appelle single, pour dire qu'on veut un seul élément. Très bien. Maintenant qu'on a ça, on va maintenant récupérer ces éléments-là et les mettre dans notre formulaire ici. Donc, pour ça, on va enrober notre élément ici. Ici, en JavaScript, on va partir ici, on va définir, on va dire que si jamais il y a un user et que il y a aussi un profil, dans ce cas-là, on va afficher ces éléments-là. Dans le cas contraire, on affiche rien. Et si on a affiché, on va changer votre nom. Et on va partir directement sur du JavaScript. Et là, on va faire profil, point, pas name, mais plutôt full name. Underscore name. On sauvegarde. Et là aussi, on va faire, je vais copier pour aller vite. Profil, point, email. Très bien, donc on sauvegarde. Alors, il va falloir ranger un peu le logout. On va bien vérifier qu'il affiche uniquement que si il y a quelqu'un qui est connecté. S'il n'y a pas de personne connectée, on ne peut pas afficher logout. Donc, on va prendre la même condition. On va mettre ici. Donc, on affiche logout uniquement que si on a quelqu'un. Et puis, aucun utilisateur, ça sera dans la même veine. S'il n'y a pas d'utilisateur, qu'on arrive quand même à accéder à cette page, on va afficher celui-là. Donc là, très bien. Donc ça, c'est dans le strict cas où il n'y a pas d'éléments. Alors, ici, quel est le souci? J'ai comme l'impression que le profil d'ici n'est pas utilisé. Qu'est-ce que j'ai raté? Ah. C'est moi qui ai mal fait. Désolé. Voilà. Très bien. Donc, maintenant qu'on est bon, on n'a pas d'erreur. Voilà. Donc, on peut quand même vérifier parce qu'on ne gère pas l'erreur. Alors, il faut gérer l'erreur. Alors, là, on va mettre dans le cas où on a l'erreur.
Ce qu'on peut mettre ici, ça sera un console. Voilà, console.error. Console.error. Bon, l'IA est en train de me traumatiser. Et là, on va afficher un message pour dire erreur lors de la récupération du profil. Ok, ça marche. Donc là, on est bon. Très bien, donc la page fonctionne. Et si on retourne directement sur l'application, qu'est-ce qu'on a? On peut actualiser pour voir. Et on a 0. Alors, qu'est-ce qui ne marche pas? Très bien. Si vous vous souvenez, essayons par exemple d'afficher l'utilisateur. On va retourner sur le code, vous allez comprendre. Donc, au lieu de console.log ici, user, on va changer. Je vais commenter ça comme ça. Voilà. Et je vais récupérer le console log ici, cette fois-ci, pour pouvoir afficher profile. Voilà. Pro. Oula, si j'y arrive. Très bien. Alors, si je vais dans le terminal, ça m'affiche nul. Alors, si vous vous souvenez, lorsqu'on était en train de créer notre profil, on a mis quelque chose qui était le RLS. On a dit que les role level sécurité devaient être activés. Vous voyez? Donc là, je vais désactiver le role level security. Et là, si je désactive le role level security, vous voyez automatiquement, on a notre élément. Mais, ici, on a notre élément. Mais c'est très dangereux. Lorsque vous êtes en train de créer une application, le role level security, c'est la chose qui va vous permettre de sécuriser chaque, chaque champ de votre table. Donc, c'est pourquoi on parle de role level security. C'est les lignes, c'est la sécurité au niveau des lignes. Donc, on définit dans les role level security qui a le droit de voir telle ou telle ligne. Donc, on aura un projet spécifique au role level security tel qu'on est en train de faire sur l'authentification, mais c'est le moment de vraiment comprendre son importance. Donc, on ne peut pas laisser comme ça. Donc, je vais faire enable. Donc, je vais allumer et ça va encore nous restreindre. On va dire non, tu n'as pas le droit. Et là, maintenant, on va donner le droit. Et on va créer une policy. Et on va dire que on va lui donner un nom à notre policy. Un user peut voir son profil. Son profil. Ok, donc un user peut voir son profil qui va s'appliquer à public et puis qui sera permissif et c'est select. Parce que pour lire, pour voir, c'est select. Pour modifier, c'est insert, et ainsi de suite. Très bien. Donc là, on va mettre ça. Et une fois qu'on a mis ça, il faut une condition. Parce que dans le using ici, il faut que ça renvoie true. Si c'est true, alors il peut voir. Si c'est pas true, il ne peut pas voir. Donc, on va s'arranger à ce que ça soit true ici. Alors, pour que ça soit true, parenthèse, et on va dire que l'utilisateur connecté actuellement, qui est désigné dans Supabase en tant que OAuth.uid, ça c'est l'utilisateur connecté actuellement, doit être égal à ID. Donc, ID, ici, qu'est-ce que ça représente? Vu qu'on est dans Profile, on est dans la table Profile, donc on dit que le OAuth.uid, c'est-à-dire le OAuth, l'utilisateur connecté, son ID, doit être égal à l'ID du champ de la ligne sur laquelle on veut lire. Donc, ça va parcourir en quelque sorte toutes les lignes de votre table et ça va vérifier est-ce que l'utilisateur connecté actuellement, son ID qui est ici, est-ce que c'est égal à l'ID de cette ligne? Non. Est-ce que c'est égal à l'ID de cette ligne? Non. Ainsi de suite, jusqu'à ce que ça trouve, vous dit, ah, il a accès à ça. Vous voyez? Et là, on sauvegarde. Attention, j'allais oublier, il faut bien préciser le target role. C'est pour qui? Il faut être, si on met anon, ça va vérifier ça sur tous les anonymes. Alors qu'ils ne sont pas connectés, on ne peut pas avoir accès à leur ID en tant que tel. On va voir ça plus tard. Donc là, il faut que ça soit connecté. Donc, pour un authenticated. Attention les gars, vraiment désolé. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, notre URL est bon, on peut réactualiser. Et là, on a accès automatiquement à notre élément. Très bien les gars. Donc maintenant qu'on a réussi à voir ça, il faut qu'on puisse implémenter la partie déconnexion. Quand je clique, il faut que ça puisse me ramener sur la page en quelque sorte.
Alors, donc, on va régler ça rapidement. Alors, je viens ici, non, dans notre VS Code, et je vais partir sur le côté login. Donc, si je me mets ici sur Home, on est sur Home, et je vois ici Logout. Donc, Logout, c'est le composant qui va nous permettre de nous déconnecter. Alors, c'est un link par défaut, un lien. Et par défaut, un lien, qu'est-ce qu'il fait? Il nous permet de partir sur une URL, de suivre un chemin en particulier. Donc, nous, ce qu'on va faire cette fois-ci là, on va essayer de bloquer dans un premier temps le comportement réel du lien et privilégier le JavaScript, puisqu'on est dans la phase JavaScript. Ok, donc, on va privilégier le côté JavaScript. Donc, pour le moment, on va mettre ici rien, nada. Voilà, oula. Et puis, on va maintenant mettre ici un onClick. Donc, là, on va dire onClick. Et ce onClick là va nous fournir quelque chose. Voilà. Et à l'intérieur, on va passer un event. Et ce event là, attention, il faut que je me mette dehors ici. Voilà. Et par défaut, voilà l'IA à trouver. Par défaut, en fait, quand vous cliquez sur un lien, ça va actualiser et renvoyer l'URL. Donc, nous, on va bloquer ce comportement. Vous voyez, on va bloquer ce comportement et on va déclarer ici Supabase. Donc, const Supabase égale à get Supabase. On n'est pas du serveur, donc on veut le client parce qu'on est un composant client. Get Supabase browser client. Voilà. Maintenant qu'on a browser client, on va maintenant dire à Supabase, après ça va bloquer le comportement par défaut, il faut nous déconnecter. Très bien. Maintenant qu'on est déconnecté, on ne pourra pas aller directement sur la page d'accueil qui est notre, sur la page principale, le root, la racine qui est notre page de login. Il faut maintenant utiliser la même chose. Et pour être paresseux, je vais juste recopier ce truc-là. Voilà. Et je vais copier ici. On va importer notre useEffect, bien évidemment. On va aussi recopier le routeur qu'on a défini ici. Très bien au-dessus du Supabase. Et importer aussi. Navigation, assurez-vous d'avoir navigation. Et puis, ce qu'on va faire maintenant va changer. Là, maintenant, c'est plus la connexion. On va détecter un autre type d'événement. Et l'événement qu'on va détecter, c'est le sign in out. Et une fois qu'on a sign in out qu'on a détecté, il faut retenir sur la racine. La racine, c'est qui? C'est notre page de connexion. Donc, dans votre cas, ça peut être une page /login. Vous pouvez créer un dossier ici, login, et puis vous allez mettre, mais dans l'architecture qu'on a choisi ici, la page principale, c'est la page de connexion. C'est la page à la racine. C'est pourquoi on met /. Donc, attention, faites très attention, les gars. Donc là, on va tester pour voir si ça marche. Voilà. Donc, on vient ici. Et là, on peut cliquer sur déconnecter. Et là, ça nous ramène directement vers la partie connexion. Très bien. Donc, je pense que la première chose est bien. Voilà. Donc, la première version marche bien. Donc, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Voilà, les amis. Et puis, on va continuer plus tard. Merci beaucoup. Et puis, surtout, abonnez-vous, les gars. Partagez énormément. Commentez pour toutes les parties que vous ne comprenez pas, et s'il y a des manières de faire que vous aimeriez que je fasse, vous me le dites, et comme ça, je vais le faire pour que vous puissiez aussi apprendre, parce que le but, c'est de partager la connaissance et puis de grandir ensemble. Ciao les gars.